Alors, les ministres Chrystia Freeland et Dominique Leblanc ont fait le point sur la rencontre tout de suite après, en fin d'après-midi. Ils ont insisté, ont redit qu'il était très important de faire front commun dans tout ce dossier-là. Le premier ministre de l'Ontario, tout de suite après, Doug Ford, s'est montré, lui, très inquiet devant la menace de Donald Trump. Alors, si vous voulez bien, on peut écouter M. Ford et Mme Freeland. As we move forward, but we'll use every tool in our toolbox, including cutting them off energy that we're sending down there. Folks, this is coming. It's not if it is, it's coming. And it's coming January 20th or 21st. And we need to be prepared. We need to stand as a country. We need to stand united as Canadians and work hand in hand and shoulder to shoulder. Mexico has a very clear choice. You're either with Beijing or you're with Washington. And I can tell you, Ontario and Canadians, they're with Washington. Que c'est un moment sérieux pour le Canada, que c'est un défi sérieux. Nous comprenons aussi que le Canada doit être uni, doit être intelligent, doit être résolu et forte. Et nous comprenons que travaillons ensemble, travaillons en tant que l'équipe Canada, le Canada gagnera. Alors, décortiquons tout ça avec deux observateurs de la scène politique, deux journalistes, Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire du Journal de Montréal, et Christopher Nardi, correspondant parlementaire au National Post. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez entendu ce qui s'est dit, donc tout de suite après la réunion à chaud, M. Ford qui a un discours, Mme Freeland qui a un discours un peu plus optimiste, disons-le. Mme Holt nous a parlé aussi, la première ministre du Nouveau-Brunswick, un peu plus tôt. Elle se montrait aussi plus optimiste que M. Ford. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ces différentes réactions, Guillaume? Je pense que M. Ford peut dire des choses que Mme Freeland ne peut pas dire. Je pense que M. Ford, c'est son style aussi, d'aller sur Fox News, de parler leur langage. Moi, je trouve que c'est un très bon ambassadeur du Canada il se démarque en ce moment, M. Ford, quand même. Il se démarque, mais c'est la plus grosse province au pays. Économiquement, c'est une des provinces les plus dépendantes, avec l'automobile, évidemment. Il n'hésite pas à parler, à aller là où les Américains peuvent l'écouter. Et je pense qu'effectivement, c'est un bon porte-parole. Et lui peut se permettre d'être un peu plus, disons, négatif, de dire « winter is coming », presque. Les tarifs, ça s'en vient assurément, 100%. Mme Freeland s'est fait demander « Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est 100% sûr que ces tarifs-là vont venir? » Elle a évidemment évité de répondre en disant que c'était hypothétique. Donc, je pense que c'est deux messages différents de deux ordres de gouvernement qui ont des responsabilités différentes, oui, un style de communication très différent. Et dans une certaine façon, je pense que ça se complète. Oui. Christopher, Guillaume vient d'en parler, mais M. Ford a dit c'est pas une question de si ça sera imposé, mais de quand. C'est ça. Puis le quand, c'est le 20 ou le 21 janvier, il l'a dit. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, M. Trudeau, il est revenu de son voyage à Mar-a-Lago il y a quelques semaines, de la rencontre avec Donald Trump, avec un ton extrêmement optimiste, en fait. On semblait quasiment croire, on pouvait croire qu'il disait « c'est correct, c'est réglé ». On va arranger les choses avec la frontière, on va mettre en place des mesures pour combattre la drogue, en tout cas tous ces dossiers qui semblent inquiéter le président Trump, mais inquiétez-vous pas, le 20 janvier, c'est pas fait. Je trouve que le changement de ton de M. Ford entre la première rencontre qu'il y a eu il y a quelques semaines, où il est sorti un peu, disons, l'Ontario semblait vouloir faire front seul. Il a, comme disait M. Saint-Pierre, l'industrie automobile, c'est majeur, c'est très interrelié avec les États-Unis. Il a beaucoup à perdre. On sait que M. Ford est allé à Fox News, mais ils ont aussi des genres de quasi-ambassadeurs, l'Ontario, aux États-Unis. Ils ont fait beaucoup de leur travail eux-mêmes. Ce qui était marquant pour moi aujourd'hui, c'est que M. Doug Ford faisait l'argument de Team Canada, Équipe Canada, ce qu'il n'avait pas essentiellement fait la dernière fois. Quelque chose a changé dans son discours et que le premier ministre, qui est quand même assez populaire, relativement populaire dans sa province encore, de la province la plus populeuse, qui n'est pas au bord de perdre une élection possiblement, non, c'est ça. change de ton et commence maintenant à dire il faut faire front uni. Ça me parle et ça me dit que, du moins, dans sa tête, il y a de sérieuses craintes que ces tarifs voient le jour et que ça pourrait faire très mal au Canada, mais surtout en Ontario. On dirait que c'est après la panique
la réalisation que ça s'en vient pour de vrai Oui. et qu'il faut Et que si on veut gagner, il va falloir qu'on fasse front commun. C'est les Ouais. 5 étapes du deuil. Du deuil. Oui, c'est ça, c'est documenté tout ça. Mais est-ce qu'il y aura véritablement un front commun? Parce que les intérêts divergent. Est-ce que le Québec va aussi faire partie de ce front commun? Donc, vous venez de parler tous les deux de l'Ontario, l'importance de l'automobile, Nouveau-Brunswick, il y a l'importance de l'énergie, du côté du Québec, la même chose. Bon, les intérêts divergent et c'est sûr qu'il y a des conversations qui se font entre les provinces et les gouverneurs en ce moment. Oui. Est-ce que c'est possible un front commun? Bien, jusqu'à ce qu'il y ait des négociations, et pendant les négociations, c'est une bonne chose que les provinces fassent leur représentation. Après, quand on va négocier un nouvel ALENA dans 2 ans, le gouvernement fédéral va devenir un peu l'arbitre dans tout ça et va décider qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on conduit réellement la négociation. On a vu que la dernière fois, avec la renégociation de l'ALENA, c'était beaucoup passé par la gestion de l'offre. Donc, le Québec était mécontent, l'Ontario aussi, tout ce qui concerne les fermes laitières, etc., qui ont été compensés par la suite, avec des milliards de dollars en compensation. Donc, c'est une négociation, au bout du compte, là, qui va se faire surtout entre le fédéral et Washington, avec l'appui des provinces, mais c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des perdants, et ça se peut que d'ici là, les provinces tirent la couverture de leur côté. Oui. C'est normal, c'est une fédération, un grand pays avec des industries extrêmement différentes. Diversifiées. Le pétrole, voitures, aérospatiale au Québec, le bois d'œuvre, l'aluminium, etc. Donc, c'est sûr que 100% des industries ne gagneront pas dans tout ça. Oui. Christopher, on nous dit, c'est ce que disait Mme Holt, notamment au sortir de la réunion, elle disait, écoutez, moi je suis quand même assez optimiste et je sens qu'il y a un plan solide là, du gouvernement fédéral. Est-ce qu'on a vraiment, parce qu'on ne sait rien de ce plan, évidemment. C'est très peu, effectivement. C'est ce qui est un peu normal, puisque les négociations, ça ne se fait pas nécessairement toujours sur la place publique. Mais est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'observateur, qu'il y a vraiment un plan solide? Bien, il y a un plan. Je pense, avec ce gouvernement en particulier, la mise en œuvre du plan est très important et, pour ce gouvernement en particulier, un défi. Défi pour 2 raisons. C'est pas un gouvernement qui a un taux de réussite exceptionnel quand ça vient à la mise en œuvre de divers plans. Au fil des années, on en a parlé, écoutez, on peut revenir à la réforme électorale, etc. Il y a plein de ces promesses qui sont tombées à l'eau et de plans. Mais là, on fait aussi face à un gouvernement fédéral qui, à cause des très mauvais sondages, le fait qu'il traîne de la patte énormément aux conservateurs, et on approche d'une année électorale, on entre dans une année électorale. Leur calcul, en ce moment, tout doit se faire en semaines et en mois. Et un plan comme ça, je veux bien croire que les tarifs vont venir peut-être le 20-21 janvier, c'est imminent, là. Mais un plan pour protéger et renforcer la sécurité à la frontière, c'est pas un plan de quelques semaines. Ça se fait pas la petite semaine. C'est exactement. Toutes les semaines sont très longues dans un cas comme ça. Et c'est le gouvernement qui doit le mettre en place, un gouvernement qui pense long terme et qui, idéalement, dure long terme, mais ça, c'est le choix de l'électorat. Alors, au-delà de la qualité du plan, M. Doug Ford l'a dit, il semblait satisfait de ce plan qu'ils ont entendu aujourd'hui, il semblait croire que ça marche, mais lui-même s'inquiète de la mise en œuvre. Est-ce que le gouvernement actuel va le mettre en place et est intéressé par le mettre en place ou est-ce qu'on est plus intéressé à faire des gains court terme dans le but de gagner une élection? C'est plusieurs calculs qui se passent en même temps. Ça va être intéressant de voir aussi dans quelle mesure... je pense qu'on va prendre la mesure de ce que ça veut dire, ces menaces de tarifs-là pour M. Trump. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est une vraie négociation? Vous faites ceci sur le fentanyl, vous faites cela sur les migrants temporaires, oui. Les passages illégaux? Ou c'est une forme de chantage, tout simplement? Parce que, en se pliant aux volontés de M. Trump, en ce moment, on met quand même le doigt dans l'engrenage et il va falloir... Est-ce que le bras au complet va y passer? Après, c'est ça, c'est parce que là, ça lui a pris 2 semaines à avoir un investissement d'1 milliard du gouvernement fédéral pour investir à la frontière. Je ne dis pas que ce n'est pas des mauvaises mesures en soi. Mais ce que je dis, c'est que M. Trump, est-ce qu'il va être satisfait de ça? Ouais. Jusqu'où il va aller?
Là, vous avez parlé des provinces qui peut-être allaient tirer un peu chacune sur leur couverte éventuellement, là, ce qui risque de se passer. Mais peut-être les chefs des autres partis. Aujourd'hui, on a entendu le leader du NPD, M. Singh, qui a traité Donald Trump d'intimidateur. Est-ce que c'est parce qu'il veut dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce que c'est parce qu'il veut un peu redorer son image? Pourquoi? Bien, c'est un positionnement politique. Monsieur Singh se place comme étant le meilleur défenseur de la classe moyenne, de ceux qui travaillent fort pour s'y joindre, du travailleur, des cols bleus. Les tarifs toucheraient en bonne partie ces travailleurs-là. Donc, il veut montrer que c'est lui leur champion. Puis, en tant que troisième parti, c'est sûr qu'il peut se permettre d'aller plus loin aussi. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il conserve ce ton-là pendant juste probablement jusqu'à la campagne électorale. Ce que peut-être M. Trudeau aurait aimé faire, parce qu'on a vu qu'il a attaqué M. Pierre Poilievre en le comparant à Trump dans les derniers mois. Puis clairement, Clairement, ça a des risques. Là. On l'a vu avec M. Musk tout à l'heure là, sur Twitter, qui a dit que c'était un idiot ou un imbécile ou un épais. Là. Choisissez votre traduction. Parce que hier soir, il a dit que les Américains n'avaient pas choisi la voie progressiste en élisant la première femme présidente. Et ça les fait rappeler, M. Trudeau s'est fait rappeler à l'ordre assez rapidement. Ouais. Je trouve une chose qui manque beaucoup au discours des Canadiens, du moins aux Canadiens, mais je trouve que la chose qu'on ne rappelle pas assez souvent, c'est que les tarifs, ça va à deux sens. Doug Ford en a parlé. Les immigrants aussi? Oui. Non, mais c'est vrai. Puis les tarifs, les problèmes à la frontière, ça va dans les deux sens. Et ce qui je trouve fascinant, c'est qu'en 2018, lorsqu'il y a eu cette première guerre de tarifs, durant la première présidence de Trump sur l'aluminium et l'acier, le Canada avait répliqué avec une série de tarifs extrêmement visés. Et l'idée à l'époque, c'était de choisir des produits ou des manufactures dans des régions qui touchaient juste des décideurs républicains influents. Et ça avait été extrêmement efficace. À l'époque, en tout cas, il y avait des études qui montraient que ça a pris des années pour que l'économie américaine se remette des tarifs dans les deux sens, mais au Canada, ça l'a fait très, très mal. Et c'est certain, je vous le garantis, qu'Affaires mondiales Canada et Finances Canada, en ce moment même, avec les employés aux ambassades américaines, sont en train de dresser cette même liste. Peut-être même s'inspirer de l'ancienne, mais on en ajoute et les nouveaux joueurs américains d'importance, parce que ça va aller dans les deux sens. Les tarifs vont faire mal aux Américains et peut-être que c'est parce que j'ai pas vu toutes les conférences de presse, les innumérables conférences de presse qui ont été faites là-dessus dans les dernières semaines, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle publiquement, j'ai pas l'impression qu'on avance cet argument-là pour faire peur aux Américains aussi. Donald Trump ne semble pas avoir cette crainte des effets sur ses citoyens, parce que pour lui, la tactique, c'est l'intimidation et le mal que feront les tarifs sur ses propres gens. Mais il y a peut-être des gens chez lui qui vont le lui rappeler. Mais ils vont le sentir directement. Et soudainement, quand des industries commencent à perdre des affaires parce que leur acier qu'ils vendaient quasiment exclusivement en Ontario pour des voitures, soudainement se vendent plus, ben là, c'est l'électorat américain qui va commencer à se faire sentir. Et je l'entends pas souvent, ce discours-là. Je présume qu'on en parle au président en un à un ou avec ses équipes, mais ça va à deux sens, ces choses-là, et ça va te faire très mal aux deux économies. Je pense que c'est effectivement des discussions de corridors, des représentations qui sont faites aux États-Unis. On leur dit, regardez, là, nous, on a une liste qui est prête. Là. Puis, Monsieur Ford est allé quand même très loin tout à l'heure. Là. Il a dit sur l'énergie, oui. Vous voulez mettre des tarifs de 25 %, bien nous, on vous tire la plug immédiatement. Ça, c'est quand même assez aller très, très loin. Puis, pour revenir au tout début, Mme Freeland, évidemment, ne va pas dire ça sur la place publique. C'est la vice-première ministre du Canada. Mais M. Ford, lui, peut le dire. C'est dans cette mesure-là, je pense, où les provinces peuvent jouer un rôle d'être un peu plus agressif dans leur communication, pour bien leur rappeler aux Américains que l'économie américaine et canadienne sont intégrés. Il y a des millions d'Américains, quand ils se lèvent le matin, 9 millions, comme M. Ford aime le rappeler, qui vont à la shop et ils produisent des produits qui vont être vendus en Ontario. Tout à fait. C'est pas rien quand même. Bien, on a vraiment l'impression que c'est une saga, que ça change de semaine en semaine. On suit ça comme un téléroman. Et on n'a pas fini. 4 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.